Voilà, bienvenue dans cette vidéo d'un cours de classe de seconde. On va parler donc de l'atome, le noyau et les électrons. Ce chapitre-là va être découpé quand même en 3 vidéos parce que sinon ça sera un petit peu long. Alors la question qu'on pourrait se poser là, partant, là vous avez ici une pièce d'argent. En fait, c'est des pièces de 50 francs là de 1977, donc c'est de l'argent. Et on pourrait se poser la question, il y a combien d'atomes d'argent donc dans cette pièce-là? Alors cette pièce-là, elle pèse à peu près 30 grammes, il me semble souvenir, et donc on pourrait déterminer le nombre d'atomes, mais pour ça, il faut connaître quelques petites informations supplémentaires. Alors déjà, on va faire un petit rappel rapidement sur les différentes entités chimiques en fait. Les entités chimiques, vous en avez 4 possibles. Vous avez l'atome en lui-même, c'est la plus petite particule de matière chimique. Ensuite, les molécules, qui sont des groupes d'atomes liés entre eux. Donc, par exemple, ici, CH4. Donc, il y a un carbone, 2 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène, pardon, ce qui fait un groupe de 5 atomes. H2O, il y a 2 H, un seul oxygène, ça fait un groupe de 3 atomes. Vous avez 2 carbones, 6 H et un oxygène. Donc là, ça fait un groupe de 9 atomes en tout. Ensuite, vous avez les cations, ce qu'on appelle les ions positifs. Donc, c'est ce qu'on appelle les sels minéraux, par exemple dans les eaux minérales. Des cations, donc les ions positifs. Donc, ce sont des atomes ou des molécules qui ont perdu des électrons. Si les électrons sont négatifs, s'ils en ont moins, ce qui va rester va être positif. Vous avez par exemple l'ion ammonium NH4+. Donc, le groupe de 5 atomes là a perdu un seul électron. Là, Cu2+, ça c'est un atome tout seul qui a perdu 2 électrons. Et Na, c'est un atome tout seul de sodium qui a perdu un seul électron. Et ensuite, vous avez les anions. Donc, ions négatifs, ce sont des atomes ou des molécules qui ont gagné des électrons, cette fois-ci. Là, par exemple, le groupe PO4 a gagné 3 électrons. Donc, c'est un groupe de 5 atomes, donc c'est l'ion phosphate qui a 3 électrons en trop. L'atome Cl a un électron en trop, ça fait l'ion chlorure Cl-. Pareil pour F qui a un électron en trop, ou oxygène qui a 2 électrons en trop, c'est l'ion oxyde. Alors, on peut faire un petit jeu par exemple ici. Donc, quels sont, pour retrouver ces 4 entités, donc par exemple, magnésium. Donc déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est retrouver ceux qui sont des atomes. Les atomes, par exemple, vous avez magnésium qui est un atome, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de petit signe, et il est tout seul. Il y a Mg, il n'y a qu'une seule majuscule, donc c'est que le magnésium tout seul. Ici, ça, par exemple, c'est un ion. Là, vous avez le petit moins, donc c'est un ion aussi. CH4, un carbone, 4 hydrogènes, c'est une molécule. Cl, donc il n'y a qu'une seule majuscule, le C, donc c'est un atome tout seul, ici. Et CH3OH, là, il y a plusieurs atomes, donc ça donne une molécule. Ensuite, le Mg, c'est le magnésium qui est ici. Ensuite, Cl, c'est l'ion chlorure, donc qui arrive ici. Vous avez ensuite Cl tout seul qui est l'atome de chlore. Donc, il y a une différence entre l'atome de chlore et l'ion chlorure, ici. Et ensuite, bon, ça, vous ne pouvez pas trop le savoir, par élimination. Le méthane, c'est CH4. Voilà. SO4 c'est le sulfate. Et le dernier, par élimination, c'est le méthanol. Voilà, ensuite, donc, on va redéfinir ce que c'est que les espèces chimiques aussi. Donc, la matière est composée d'entités chimiques qui sont toutes identiques si on a un corps pur. Donc là, il faudrait avoir ce qu'on appelle un corps pur. Donc, il n'y a qu'une seule espèce chimique. Toutes les entités sont identiques. Donc, par exemple, l'or, ça contient que de l'or. L'eau, ça contient que de l'eau. Le white spirit, ça contient qu'une molécule organique. Donc, tout ça, ce sont des corps purs. C'est pas un mélange. Donc, toutes les entités intérieures sont identiques. On appelle ça une espèce chimique. Donc, c'est un peu l'équivalent de corps pur. Alors, l'idée d'atome, elle est apparue il y a déjà très longtemps. Donc, à l'époque des philosophes grecs en moins 500 avant Jésus-Christ. Donc, pour que les atomes puissent s'accrocher, on imaginait qu'ils avaient des petits crans, des accroches. Donc, c'est d'où le terme atome crochu, en fait. Et au fur et à mesure, l'idée a changé. Donc, après, vous avez eu une espèce de petite bille de billard de John Dalton. Ensuite, une espèce de pudding avec les électrons à l'intérieur. Ensuite, en 4, une espèce de mini-système solaire avec le noyau à l'intérieur et les électrons qui tournent autour, comme la Lune qui tourne autour.
Ensuite, ici, les électrons, finalement, on pensait qu'ils tournaient un petit peu différemment et surtout qu'ils étaient sur des niveaux. Ensuite, en 6, on a, donc ça c'est au début du XXe siècle, donc on a compris que le noyau en fait est composé de particules encore plus petites, les protons et les neutrons. Et puis ensuite, donc le dernier modèle qu'on a, c'est que les électrons, en fait, on peut pas dire qu'ils se déplacent selon des trajectoires bien précises, ils sont à des endroits, mais on sait qu'ils sont plus souvent à une certaine distance, mais on peut pas dire où ils sont exactement. Donc l'idée en fait de l'atome, donc ce qu'on appelle le modèle de l'atome, c'est une idée qui a évolué au cours du temps. Alors maintenant, ce qu'on sait, donc avec les progrès de la science, c'est qu'en fait, il y a deux parties. Au milieu, au centre, il y a un noyau positif. Donc on a par exemple ici. Et autour, vous avez les électrons négatifs. Donc ça constitue ce qu'on appelle le niage ou le cortège électronique. Donc ils tournent autour. Donc plutôt un peu n'importe comment. Donc cette image-là, elle est fausse, hein, faut bien vous dire, j'ai fait exprès de vous la remettre, mais pour que vous compreniez bien que cette image-là, elle n'est pas bonne. En fait, les électrons ne tournent pas de manière régulière comme la Lune autour de la Terre. En fait, ils tournent autour n'importe comment et on n'est pas capable de les suivre. En fait. Ensuite, dans le noyau, il y a deux types de particules. Vous avez les protons qui sont positifs et les neutrons qui sont neutres. C'est pour ça que dans le noyau, ici, il y a deux billes de couleurs différentes, même si donc, au niveau de la matière, là dans le ultra microscopique, les particules n'ont pas de couleur en fait, mais c'est simplement pour les distinguer. Donc, vous pouvez faire comme exercice d'entraînement sur le livre scolaire de seconde qui a cette adresse-là, donc l'exercice 1 et 5, page 79 et plus. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail, on va voir ce qu'on appelle le symbole du noyau. Donc, par exemple, le noyau de le fer Fe2656, ça veut dire qu'il a 26 protons, donc c'est le nombre qu'on prend directement là, 26 protons, ici, tac, on recopie tout bêtement. 56, ça veut dire qu'il a 56 nucléons. Mais les nucléons, qu'est-ce que c'est? C'est les protons plus les neutrons. Donc, ce qui fait que quand on fait la différence, on prend le total, mais on enlève les protons qui étaient au nombre de 26, on fait moins 26, il reste 30 neutrons. Donc voilà, on a une composition bien précise en fait. Donc ce qui fait que le symbole XZA, en fait, c'est simplement, ça permet de donner un inventaire des particules qu'il y a dans le noyau. X, c'est le symbole chimique, il y a deux lettres, donc généralement deux lettres, vous avez toujours en premier une majuscule, en deuxième une minuscule, et finalement, régulièrement, le symbole correspond souvent au début du nom, par exemple carbone, c'est avec un C, hydrogène, c'est avec un H, oxygène, c'est avec un O, mais des fois, il y a des petites exceptions, par exemple comme kalium, c'est pour le potassium, ou le sodium, c'est Na, puisque c'est natrium en latin. Donc, des fois, il y a des petits pièges comme ça. Ensuite, le nombre A, il donne le nombre de nucléons total, tous les nucléons. Donc, ça veut dire les protons plus les neutrons. C'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Ensuite, Z, ça donne le nombre de protons seulement. Donc, il est en bas ici. Et ça s'appelle le numéro atomique. Pour les neutrons, si on veut connaître les neutrons, ben on fait A moins Z, c'est-à-dire le grand nombre en haut moins le petit nombre ici. Ça nous donnera le nombre de neutrons qu'il y a dans le noyau. Alors, on peut faire un petit exercice ici d'entraînement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire pause pour reprendre le tableau et le remplir. Et donc, on veut connaître dans le symbole général ce que c'est que X. Et donc, dans les deux exemples, qu'est-ce que c'est? Ainsi de suite. Le Z ici. Le Z ici. Le A ici. Et le nombre N qui n'est pas dans le symbole, mais qu'on peut déduire avec A et Z. Donc, faites-le tout seul. Maintenant, je vous donne le corrigé. Voilà, ça donne ceci. Donc, X, ça donne le symbole de l'élément chimique. Z, c'est les protons. Donc, on a ici. Ensuite, grand A, ça donne le nombre de nucléons total. Et le nombre de neutrons, N, il est calculé simplement par A moins Z. Voilà, A moins Z. Et donc, en exemple, le symbole, là, ici, c'est le carbone. Pour l'autre, c'est Fe. Le nombre Z, nombre de protons qui est en bas, on a 6 et 26. Voilà. Pour le nombre de nucléons, le nombre en haut, il suffit de recopier, c'est 13 et 56. Voilà. Et si on veut le nombre de neutrons, on fait 13 moins 6, ça donne 7. Et 56 moins 26, ça donne 30.
Voilà, pour vous entraîner, vous pouvez faire donc ces exercices-là, 2, 6, 7, 10, page 79 et plus. Maintenant, pour aller plus loin là, sur la notion d'éléments chimiques. Ici, on a le N712, donc on compte, on lit toujours à l'envers, et le C612. Voilà. Il se distingue par quoi? Là, il se distingue par le Z, qui est différent, 7 et 6. Et du coup, vous voyez que ça ne donne pas le même élément chimique. On a N et C. Ici, le 7N13 et le C612, ils se distinguent par quoi? Le Z qui est différent et également le A qui est différent. Donc les deux, Z et A. Alors si on fait le détail, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il a 7 protons. Et ensuite 13 moins 7, il a 6 neutrons. Celui-là, il a quoi? 6 protons. Et 12 moins 6, il a 6 neutrons également. Donc là, en fait, il se distingue là par le nombre de protons. Seulement. Le nombre de neutrons, là, il est identique. Et donc, on voit que ce qui est important, ce n'est pas le nombre de neutrons, mais c'est surtout le nombre de protons qui va donner l'élément chimique, en fait. C'est ça la définition. L'élément chimique regroupe tous les noyaux atomiques qui ont le même nombre de protons Z. Donc, quand vous prenez un X, si vous changez le numéro, ben, vous allez changer d'élément chimique. Là, par exemple, l'élément numéro 2, c'est l'hélium. L'élément numéro 3, il s'appelle lithium. Et à chaque fois que vous mettez, par exemple, le même Z, ben, vous avez le même élément chimique. Si vous avez 6 ici, ben, vous avez carbone. Pour lui, pareil, si vous mettez 6, vous avez carbone. Alors maintenant, on va distinguer ce qu'on appelle les noyaux isotopes. En fait, le terme isotope, c'est toujours associé à noyau. Il n'y a rien d'autre que noyaux atomiques qui peuvent être isotopes. Il y a molécule isotope, ça ne veut rien dire. Ion isotope, ça ne veut rien dire. Normalement, sauf si on décide de parler du noyau d'un ion. Bref. Donc, ils ont un nombre de protons qui est identique, mais un nombre de masses qui est différent. C'est ce qu'on voit ici. Le nombre de protons est égal à 6, et donc c'est pour ça qu'on a du carbone dans les deux cas. Voilà. Par contre, ici, on voit que le A est différent. Là, différent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les deux, ils ont 6 protons. Ils sont forcément, du coup, du même élément chimique. Par contre, ici, le C6, 13, il a 13 moins 6, c'est-à-dire 7 neutrons. Alors qu'ici, le C6, 12, il a 12 moins 6, ça veut dire 6 neutrons. On voit que le nombre de neutrons n'est plus le même. Par contre, le nombre de protons, lui, est identique. Et donc, voilà la définition de noyau isotope. C'est des noyaux qui ont le même Z, mais par contre, un nombre A différent. Et ce nombre A différent fait qu'ils ont des nombres de neutrons différents. Donc, il y a un point commun et une différence, en fait. On va faire un petit exemple, un exercice en guise d'exemple ici, isotopie. Alors, rappelez que c'est ce que sont des isotopes. Donc, ça, c'est des noyaux avec le même Z, mais A différent. Le Z, c'est le nombre en bas, et le A, c'est le nombre en haut. D'après le tableau, combien l'atome d'oxygène de symbole O et de numéro atomique Z égale 8 a-t-il d'isotopes? Donc, il faut prendre tous les noyaux qui ont un Z égal à 8. Donc, on a un là, un là, un là, ça fait 3. Et on remarque que les A sont tous différents. Donc, finalement, l'oxygène, il a 3 isotopes. Il a l'oxygène 8, 16, pardon, l'oxygène 8, 17 et l'oxygène 8, 18. Voilà, ça fait 3 isotopes différents. Tous le même Z en bas, 8, et par contre, des nombres A qui sont différents. Pour chacun de ces isotopes, donner la composition du noyau. Bon, comme je vois que j'ai 8 à chaque fois, ça veut dire que j'ai 8 protons. Par contre, au niveau des neutrons, maintenant, il faut que je distingue. Ici, qu'est-ce que j'ai? Z-8 neutrons, donc ça va me faire 8 neutrons. Là, j'ai 17-8, ça va me faire 9 neutrons. Et pour celui-là, je vais avoir 18-8, ça va me faire 10 neutrons. On voit bien qu'ils ont tous le même nombre de protons. Par contre, le nombre de neutrons, il est différent de 1 à chaque fois, donc c'est bien des noyaux isotopes.
Même question pour Cl17. 17 ici. Et on voit qu'on a le Cl1735 et le Cl1737. Voilà. Donc, même nombre de protons. Par contre, un nombre de neutrons qui va être différent, ce qui va donner un nombre A qui va être différent entre les deux. Donc, en guise d'entraînement, pour faire exercice 11 et 12, page 79. Maintenant, quelques caractéristiques concernant l'atome. Donc, on a vu qu'en fait, au niveau des particules élémentaires, il y en avait 3. Donc, il y avait le proton, le neutron et l'électron. Et vous pouvez trouver dans le livre toutes les informations qui permettent de finir de remplir ce tableau-là. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous avez tous les résultats qui sont ici. Donc, vous pouvez comparer si vous l'avez fait, est-ce que vous aviez bon ou pas. Donc, ce qui est important de noter, c'est que proton et neutron, tous les deux sont dans le noyau. Ensuite, électron, il est en dehors du noyau, il est autour du noyau, donc dans ce qu'on appelle le nuage électronique. En première remarque, on peut voir aussi que proton et neutron, ils ont la même masse. À quelque chose près, voilà, si on allait à un chiffre, 3 chiffres après la virgule, il y aura une toute petite différence. Ils ont aussi tous les deux la même dimension. Donc, c'est vraiment un point commun. Ils ont 3 points communs en fait, proton et neutron. Ils sont tous les deux dans le noyau, tous les deux avec la même masse, tous les deux avec la même dimension. On voit par contre l'électron, lui, il est tout seul dans le nuage. Il n'a pas la même masse, il est beaucoup plus léger d'ailleurs. Et il n'a pas la même taille, il est un petit peu plus gros. Maintenant, au niveau des charges électriques, tous les trois ont des charges différentes. On voit que le neutron, il est neutre. Il est neutre parce que sa charge est égale à 0. Le proton, lui, il est positif. L'électron, il est négatif. Mais on peut remarquer que la valeur est la même. La valeur est la même, c'est juste le signe qui va changer. Donc, ce qui fait qu'il y a une espèce de compensation entre le proton et l'électron au niveau des charges. Maintenant, dimension de l'atome. Alors, on a vu dimension des particules, mais pas de l'atome, parce que en fait, le noyau, il est au centre, là, avec protons et neutrons, mais les électrons, ils vont se balader tout autour, ils vont se promener. Et en fait, on va avoir une différence. Le noyau d'un atome a un rayon de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, et l'atome en lui-même, pas le noyau, hein, le noyau tout seul 10 moins 15, mais l'atome en lui-même 10 moins 10. Pourquoi? Parce qu'il y a les électrons qui se promènent assez loin en fait et qui vont occuper une zone qui va être bien plus grande. Donc ce qui fait en fait le rayon du noyau est environ 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. Donc le noyau, si on mettait une tête d'épingle ici, on aurait l'atome qui ferait la taille d'un terrain de football en fait. Donc ça veut dire qu'en fait on a de la matière au milieu donc dans le noyau et la matière qui se promène mais entre. Vous n'avez rien du tout. Vous avez le noyau, on va faire ça, vous avez le noyau au milieu, vous avez un électron, et entre, vous n'avez rien, vous avez le vide, rien du tout. On dit qu'on a une structure lacunaire. C'est comme dans le système solaire, vous avez le Soleil au centre, vous avez les différentes planètes qui vont se promener autour, et entre, vous avez le vide. Alors pour vous entraîner sur la dimension de l'atome, vous avez donc ces exercices-là. Maintenant, on va voir la masse de l'atome. Masse de l'atome, donc, c'est simple, c'est comme un sac de billes. Quand vous avez plusieurs billes, vous prenez la masse de chaque bille, vous additionnez, vous avez la masse du sac de billes. Là, on fait pareil. Quand on a un atome, on a le noyau et les électrons. Donc, on peut additionner la masse du noyau et la masse des électrons. Donc, ce qui fait qu'on prend les protons, masse de protons, c'est Z. Il y en a un nombre Z. Il y en a plusieurs. On prend la masse du neutron, il y en a un nombre n. Et en fait, on sait que le Z plus n, c'est ça qui redonne le grand A, donc on a dans le symbole X, Z, A. Ensuite, il faut ajouter les électrons qui sont ici. Voilà, on ajoute les électrons. Les électrons dans un atome, il y en a aussi le nombre Z, comme pour les protons. Par contre, les électrons n'ont pas la même masse. Donc on prend le nombre fois la masse de chacun. Alors, par contre, si on néglige la masse d'électrons devant celle des protons, puisque les électrons sont 1835 fois plus légers, ça veut dire qu'on pourrait enlever cette masse des électrons, ils sont vraiment beaucoup trop légers. Donc on va se retrouver avec juste ça. Mais comme on sait que la masse des protons et des neutrons, c'est quasiment égal, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre en facteur. Et quand on met en facteur de Z plus N, c'est ce que j'ai mis au-dessus, on retrouve A.
Donc il suffit en fait de prendre A, le nombre A qu'il y a dans le symbole, et multiplier par la masse d'un nucléon qui est 1,67 10 puissance moins 27 kg. Voilà. Et si je prends par exemple Fe2656, ben dans ce cas-là, je vais multiplier par 56, c'est-à-dire le nombre A. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que la masse de l'atome, en fait, elle est concentrée dans son noyau, puisque les électrons, on a vu qu'ils sont très très légers, 1800 fois plus légers, donc ils comptent quasiment pas. Donc toute la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Alors maintenant, pour revenir à la question du début, qui était combien d'atomes d'argent dans une pièce d'argent. Donc tout simplement, il suffit de prendre la grande masse de la pièce, sur la petite masse des atomes. Et donc, ça va donner, la masse de la pièce, elle fait 30 grammes, et pour reprendre celle d'un atome, il suffit de prendre le A, et en fait, l'argent, son nombre A, c'est 108, donc je prends directement 108. Masse fois la masse d'un nucléon, ça fait ça. Et ensuite, quand je fais le calcul, donc on fait attention qu'au niveau des unités, ce soit concordant, parce que là, j'ai un kilogramme, alors que là, j'ai des grammes. Donc, kilogramme, ça veut dire fois 10 puissance 3. Donc, je rajoute un 1000. En fait, le K, ça veut dire 1000. Donc, ça veut dire 10 puissance 3. Voilà. Et donc, après ça, maintenant que j'ai des grammes ici et des grammes ici, qui vont pouvoir s'éliminer, je vais pouvoir faire mon calcul avec un nombre. Ça fait 1,66 10 puissance 23. Bon, il faut savoir que 1 milliard, ça veut dire 10 puissance 9. 1 et 9 zéros. Donc, si je prends 1 milliard d'un milliard, ça fait 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. Ça fait 10 puissance 18. Et il me reste encore, de 18 pour la 23, il me reste donc 5. Ce qui fait qu'en fait, j'ai 166 000 milliards de milliards d'atomes d'argent, ici, d'argent dans une pièce qui fait seulement 30 grammes. Donc c'est monstrueux. Donc c'est pour vous dire que les atomes c'est extrêmement petit. Donc c'est pour ça que depuis très très longtemps on fantasme dessus, mais sans savoir comment c'est représenté. Il a fallu avoir des progrès technologiques énormes pour pouvoir commencer à bien comprendre l'atome. On peut faire ces petits exercices d'entraînement. Alors, le radon présent dans la nature sous forme de gaz est la principale source externe d'exposition de l'homme à la radioactivité. En fait, c'est un gaz qui est radioactif. Donc, si on l'absorbe, on accroît les risques de cancer du poumon, puisque forcément, ce gaz radioactif dans les poumons va abîmer les poumons. Indiquer la composition du noyau de radon, dont le symbole est ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 86, donc ça veut dire directement, je peux dire j'ai 86 protons. Et ensuite, je fais 220 moins 86. On s'en fiche de prendre 220 de dire nucléon, nous on veut le détail. Donc, du coup, ça va faire 134 neutrons. Voilà. Calculer la masse de ce noyau. Alors, si je veux la masse de noyau de Rn, qu'est-ce que je fais? Je prends A fois la masse d'un nucléon. Donc, le A, par contre, je le prends directement, ça fait 220 fois 1,67 10 puissance moins 27 kg. Alors, la masse d'un nucléon, cette valeur, vous n'avez pas à la connaître, elle sera donnée. Bon, après, ça fait un certain résultat, peu importe le résultat. Calculer la masse de l'atome correspondant. Là, on n'avait que le noyau. Avec l'atome, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait, masse de l'atome, il faudrait prendre la masse du noyau plus la masse des électrons. Mais les électrons, on sait qu'ils sont tout légers. Donc, du coup, on pourrait faire le détail, alors ça dépend de la question 4. Que peut-on dire de la masse des électrons par rapport à celle de l'atome? Voilà, alors ils veulent qu'on fasse le calcul, donc ça fait que finalement la masse du noyau, on l'a ici, donc il faudrait la recopier. 0,67 10 moins 27. Voilà kilogramme. Et en fait, il faudrait rajouter les électrons. Des électrons, j'en ai combien? Les électrons, j'en ai autant que les protons. Donc, ça fera 86 fois 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. Mais on voit que là, j'ai 10 puissance moins 31. Et là, j'avais 10 puissance moins 27. Donc, ça veut dire que là, c'est 10 000 fois plus petit, grosso modo. 10 000 fois plus petit. Donc, finalement, je vais avoir quasiment la masse du noyau. C'est-à-dire que
je vais avoir la masse des électrons qui va rien changer. Donc la masse de l'atome va être quasiment égale à la masse du noyau. Donc si on répond à la question 4, que peut-on dire la masse des électrons du cortège électronique? Ben, elle est extrêmement faible par rapport à celle de l'atome. Et donc finalement, c'est pour ça qu'on peut dire que la masse d'un atome, c'est quasiment la masse de son noyau. On peut ne pas prendre la masse des électrons. Donc en guise d'entraînement concernant la masse des atomes, vous avez tous ces exercices-là donc dans le livre scolaire. Dernier point maintenant, la charge de l'atome. Alors ce dessin est une représentation d'un atome de carbone dont le symbole est C. Il est électriquement neutre car il contient autant de protons que d'électrons. Les électrons, eux, sont chargés négativement. Voilà. Les protons, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 protons. Et si on regarde bien, il a aussi 6 électrons autour. Et comme on avait vu que les protons et les électrons, ils ont la même charge, 1,6 10-19 coulombs, donc soit en positif pour le proton, soit en négatif pour l'électron, et ben si je prends 6 charges positives et 6 charges négatives, ben au bout du compte, je vais avoir une charge qui va être égale à 0 coulombs. Voilà. Donc ce numéro atomique, il est 6, voilà, parce qu'il a 6 protons et 6 électrons, mais au global, ça va nous donner un atome qui va être donc neutre, parce qu'il a une charge qui est égale à 0. Donc un atome est électriquement neutre, il possède autant de protons que d'électrons, donc il y a le même nombre. On dit que sa charge est nulle. Donc la charge du noyau, j'ai inversé, la charge du noyau elle est positive ici, voilà, la charge du nuage, pardon, par contre elle est négative, mais même valeur, on prend le même nombre de protons et nombre d'électrons qui est égal, c'est au nombre Z, dans le symbole XZA, voilà, et on multiplie par la charge. Alors charge élémentaire, E, elle vaut 1,6 10-19, dans tous les cas, pour le proton qui est dans le noyau ou l'électron qui est dans le nuage. Voilà, en guise d'entraînement, vous avez donc l'exercice 21, page 79, ou plus, certainement plus. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.